Bienvenue à tous et à toutes pour notre conférence où on va vous donner avec Chérine des astuces pour aider et contribuer à vos communautés. On se focalise aujourd'hui sur les communautés tech uniquement. Si vous êtes là dans la salle, c'est que les communautés vous tiennent à cœur ou vous intéressent, tout comme nous deux. Mais avant de commencer, je voudrais vous poser quelques questions. Qui d'entre vous aujourd'hui se considère comme faisant partie déjà de communautés? Vous pouvez lever la main. Oui, intéressant. Et qui d'entre vous ne se considère pas comme appartenant à des communautés aujourd'hui? Et qui d'entre vous ne savent pas? Alors, pour ceux qui ne se considèrent pas ou ne savent pas, vous êtes déjà aujourd'hui ici dans notre communauté là de notre conférence et merci d'être là. Vous allez voir dans le talk, on va vous dire plusieurs choses qui vont vous aider en fait à contribuer ou sentir que vous contribuez peut-être déjà. Alors, moi, je suis Zineb Bendiba. Je travaille depuis 5 ans chez Red Hat, où j'ai la chance de travailler sur un projet communautaire Apache Camel. Précisément, moi, je suis une des mainteneurs du sous-projet Camel Quarkus, donc je travaille un peu sur les deux stacks Camel et Quarkus. Je suis aussi membre du comité de management du projet en global de Apache Camel. Donc déjà, dans mon travail, je suis un peu dans ces communautés-là. Et à part ça, je suis aussi dans d'autres communautés, soit de manière très constante. Par exemple, ça fait des années que je suis dans les comités de sélection des conférences de CFP, de conférences Devox France et Devox Maroc. Et j'ai été quelque temps dans la core team de l'association Duchesse France. Mais sinon, en fait, ponctuellement, je contribue aussi à diverses initiatives dans d'autres communautés ou associations. Et moi, en fait, je viens du Maroc. J'ai déménagé en région parisienne il y a 14 ans. Et en fait, à travers mes communautés tech et danse, parce que je fais aussi de la danse, j'ai retrouvé ce que j'avais perdu en déménageant, ce que j'avais perdu de mon enfance, où cet esprit de communauté, cet esprit où, en fait, où naturellement, on a cet esprit de partage et d'entraide. Donc voilà. Je suis Chérine. Je suis actuellement chez Red Hat. Je travaille sur OpenShift, qui est la distribution par Red Hat de Kubernetes. Et moi, jusqu'à il y a quelques années, je ne me sentais pas vraiment appartenir à une communauté déjà. Donc, je suis quelqu'un de très timide à la base. Donc, juste le fait de parler à quelqu'un que je ne connais pas, je suis rouge écarlate. Et donc, du coup, je pense que la première communauté à laquelle je me suis sentie appartenir, c'est les trailers, en fait. Parce que dans ce sport, quand vous êtes sur 15 km, que vous n'en pouvez plus et que vous avez vos collègues qui, en fait, sont en train de revenir pour venir vous chercher, qu'ils sont au niveau du ravito à vous encourager, je ne sais pas, ça vous transcende et ça vous aide à dépasser vos limites. Et concernant les communautés tech, je pense que je ne serais pas là aujourd'hui sans le Marseille Java User Group. Ces gens-là, ils ont pris un pari sur moi et d'un jour au lendemain, ils m'ont demandé de venir les aider à organiser, alors qu'ils ne me connaissaient pas, que je ne venais pas au meet-up très souvent et que je ne faisais plus du code Java. Et donc, Julien, Nico, Stéphane, je vous dois d'être là aujourd'hui. Et donc, à moi de vous rendre un petit peu aujourd'hui en vous faisant un petit peu de pub. Donc, si vous avez un petit sujet à nous proposer au Marseille Java User Group ou que votre entreprise peut nous sponsoriser pour un dîner ou deux, contactez-nous. Donc, les communautés, qu'est-ce que c'est ? En fait, on vous a posé la question si vous appartenez à une communauté ou pas, qui se sent appartenir. En fait, sans le savoir, vous appartenez déjà à plusieurs communautés. Ce petit graphe
l'illustre un petit peu. Alors, en vrai, c'est les collaborations entre les héros de Marvel. J'en ai pas trouvé sur les Jedi, sur ce site, donc, qui recense un petit peu tous les réseaux existants. Donc, c'est réseau de canalisation, réseau routier, réseau téléphonique, etc. Et donc, j'ai trouvé ce truc-là. Mais je trouvais le parallèle vraiment intéressant avec nos communautés. Parce qu'en fait, c'est vraiment ça, nos communautés. Il y en a qui sont très petites, qui sont très denses. Il y en a qui sont éclatées. Il y en a qui sont grosses. Et en fait, chacun d'entre nous est réellement là. Et c'est nous qui créons le lien entre les différentes communautés. Et je vais vous donner des exemples. Merci. Donc, peut-être que je vais vous choquer, mais vos équipes au travail, c'est déjà une petite communauté. Un peu plus loin, peut-être. Non, ça ne veut pas passer. Je vais passer là. Non. Non, ça c'est pas la bonne chose. Ok. Passe comme ça. Non, ça veut pas. Oula. Donc un peu plus loin, par exemple dans votre entreprise, tous les petits groupes qui se créent officiellement ou même officieusement des fois, ce sont des communautés. Les meet-up, c'est des communautés. Les conférences, sûrement on est là tous aujourd'hui grâce à l'organisation de Riviera Dev, qu'on remercie d'ailleurs beaucoup. Mais c'est grâce à vous tous qui êtes là aujourd'hui que cette conférence peut revenir année après année, s'améliorer année après année. Les communautés, il y en a de différents types. Donc, il y en a des généralistes, il y en a des spécifiques aussi. Donc, par exemple, on peut citer JCon, KubeCon, etc., qui sont autour d'un sujet très spécifique. On peut aussi citer toutes les communautés qui sont autour de l'entraide d'une communauté, par exemple, comme les femmes dans la tech, Duchesse France, par exemple, ou proposer d'amener les ados ou les enfants dans la tech, comme le Mixtine, qui existe déjà depuis 10 ans. Et puis, le Covid est passé par là, donc nos communautés ne sont pas uniquement physiques. Il y en a aussi pas mal qui sont virtuelles. En fait, quand vous participez à un Twitch live ou que vous écoutez un podcast, en fait, vous faites partie de cette communauté aussi. Et puis, ce n'est pas uniquement le Covid ou bien YouTube qui a changé la donne. En fait, quand on y réfléchit, toutes les fondations comme Apache Foundation, Common House Foundation, la CNCF, ce sont des fondations qui ont un petit peu façonné la façon dont nos communautés se forment. Ici, on voit sur le côté la CNCF et tous les différents groupes qui sont là avec la quantité énorme de membres dans chacune de ces communautés. Et parce qu'on parle d'open source et de code, en fait, si vous utilisez une librairie open source, en fait, vous faites partie de la communauté de cette librairie déjà. Ici, on voit la Apache Camel, auquel participe Zineb, avec ses 1100 contributeurs et un nombre de contributions qui augmente au fur et à mesure des années. Donc, toutes ces communautés, comment on peut les aider, nous, aujourd'hui ? Si on a un seul petit message à vous faire passer aujourd'hui, c'est que si vous faites quelque chose, faites-le parce que ça vous donne de l'énergie, parce que ça vous motive, ça vous dynamise. Pourquoi ? Qui d'entre vous aujourd'hui est juste a un contrat juste dans une association ? Personne. En fait, on fait ça. Il y en a une, on la remercie. Mais en fait, on est pour la plupart, on fait ça volontairement. C'est-à-dire, on fait ça, ça doit passer après notre vie perso, après notre journée de boulot. Donc, si ce n'est pas quelque chose qui nous donne du plaisir et qui donne de l'énergie, on ne va pas pouvoir le faire à long terme. Donc ça, c'est d'une part. D'autre part, on est tous très différents. Donc, ce qui, pour moi, est très facile à faire
est peut-être très difficile pour vous et inversement. C'est-à-dire que notre culture, nos vies, nos aspirations, nos capacités font qu'on va pouvoir aider d'une manière très différente. Et c'est ce qui va faire notre force de communauté. Et parce qu'on ne vit pas les mêmes choses à un même moment dans nos vies, on va avoir des moments où on va pouvoir donner plus et d'autres moments où on va donner moins. Donc c'est ce qu'on a un petit peu montré ici, ce sont les niveaux de contribution, donc de 0 jusqu'à 6. Et on imagine avec Zineb que dans le temps, on va naviguer dans ces niveaux, on va des fois donner plus et des fois donner moins, et c'est pas grave. Donc l'objectif de ce talk, c'est de vous montrer ces niveaux, de vous donner des exemples dans chacun des niveaux pour vous montrer des exemples de ce que peut correspondre à votre personnalité, et vous allez voir, on s'est fait aider par des maîtres Jedi. Merci. Alors, on va commencer par le niveau 0. Et dans ce niveau-là, en fait, je vais plutôt parler du mindset et peut-être un peu de redite par rapport à ce que Chérine a dit. Je pense que vous avez presque tous déjà probablement dépassé ce niveau, mais on va juste revenir un petit peu sur les mindsets et reprendre ainsi, voir aussi comment certaines personnes ont commencé en fait dans les communautés. Donc du coup, la première chose, là j'ai une citation d'Aurélie qui dit que la vie communautaire, c'est pas un sprint mais un marathon. Et donc voilà, des fois on a du temps pour faire des choses, des fois non. Donc voilà, surtout quand vous commencez à contribuer à une communauté, pas de sureffort pour vous, pas de culpabilité parce qu'à un moment vous ne pouvez pas assister à des choses ou faire des choses pendant un moment. Donc voilà, donc vraiment c'est pas un sureffort et c'est pas grave si à un moment vous pouvez faire et d'autres moments vous pouvez un peu moins faire. Faites-vous plaisir. Bon, bah ça, elle en a bien parlé, mais du coup, ici, j'ai deux belles citations de Katia et Stéphane. Et en fait, ça doit être des motivations personnelles parce que du coup, c'est un investissement sur vous, sur votre temps personnel, comme dit Katia. Et Stéphane, en fait, ce qu'il dit, c'est aussi être sûr qu'en fait, les gens fassent des choses qu'ils aiment parce que du coup, ça permet en fait après de continuer à contribuer et pas en fait faire des choses qu'on n'aime pas parce que ça doit vraiment être agréable pour vous et agréable pour les autres. Alors pour ce niveau-là, en fait, qu'est-ce qu'on imagine ? C'est vraiment dans votre univers, commencez déjà par vous dire qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce que j'ai appris, comment je peux en fait par exemple faire des notes ou des sketchs ou des gribouillis, ça dépend en fait de ce quoi vous êtes à l'aise. Aurélie, elle a commencé par faire en fait ses sketch notes pour que ça l'aide à comprendre. Donc pour elle, c'était un pod, c'est comme un Pokéball. Et aujourd'hui, en fait, elle a plusieurs livres et puis elle aide beaucoup de personnes en fait à apprendre via ses dessins. Mais du coup, au tout début, c'était vraiment une façon pour elle en fait de comprendre. Donc, essayez de trouver le format qui vous plaît le plus. Moi, par exemple, je suis pas je ne trouve pas trop de plaisir des fois à écrire, mais j'aime bien, par exemple, faire des petites vidéos sur des démos, etc. C'est quelque chose qui est beaucoup plus facile pour moi en temps et qui est agréable pour moi. Donc, des fois, je n'hésite pas à faire une petite vidéo de 5 minutes pour expliquer quelque chose, même pour mes collègues, etc. Donc voilà, ça peut être aussi des rapports parce que vous êtes allé dans une conférence, qu'est-ce que vous avez aimé le plus. Enfin, voilà, essayez de commencer par noter. Et puis là, on a aussi un petit mot de Rémi qui, lui, en fait, est très connu et influent dans Java. Et en fait, lui, il a commencé par une petite amélioration. Il s'est dit, voilà, juste qu'il trouvait stupide de pouvoir écrire le string byte array char7 name au lieu de new string byte array char7. Et du coup, c'est comme ça qu'il a eu son premier patch pour OpenJDK. Donc, c'est parti par ça. Et d'ailleurs, aujourd'hui, à la keynote, il y avait un petit clin d'œil pour ça, en se disant que des fois, vous pouvez aussi changer les choses. Donc, même au niveau de vos projets en entreprise, s'il y a quelque chose que vous voyez redondant et qui ne vous plaît pas, vous pouvez toujours commencer par une petite amélioration.
Et des fois, les petites améliorations, ils aboutissent sur des outils qui sont vraiment très intéressants. Il y en a beaucoup, et moi j'en fais partie, qui ont commencé à aller par un meet-up ou une conférence. Donc José Pomar, par exemple, qu'on connaît, Katia, bah, du coup, ils ont commencé un petit peu dans Paris Jug. Thierry Chantier, Rémi, ça a été dans des conférences telles que Mixit. Et Véronique, j'aime bien son petite citation, parce que ça représente un petit peu ce que la plupart d'entre nous, c'est qu'elle a commencé juste par aller à un apéro qui a été organisé par l'association Duchesse à Lyon. Et suite à ça, en fait, elle a commencé à y aller. Elle a eu des contacts avec les gens de Mixtine. Donc, elle a travaillé, enfin, elle a été dans l'organisation de Mixtine. Elle a été avec moi aussi quand j'étais à la Cortine de Duchesse pendant un moment. Et puis aujourd'hui, elle est dans l'organisation de la conférence Mixit. Donc maintenant on imagine que vous connaissez un petit peu, vous savez ce qui vous motive, ce qui ne vous motive pas, pourquoi ne pas élargir un petit peu le champ des possibles? Donc, je ne vous demande pas d'aller très très loin. Je vous demande juste de faire ça avec un peu de bienveillance. Donc, je vais vous donner des exemples. Qui se souvient de son maître de stage ou de la personne qui l'a encadré à son premier CDI? Moi, j'en garde par exemple, comme vous, un super souvenir. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, qui m'a impacté. Et je pense que c'est quelque chose que, si vous avez l'occasion de le faire, pourquoi pas? Sans aller jusqu'à passer 3 mois avec quelqu'un, juste relire un CV ou coopter quelqu'un. Je sais qu'aujourd'hui, ChatGPT fait des miracles, hein, il n'y a pas de souci là-dessus, mais je pense aussi que votre expérience et votre avis personnel fait aussi un impact sur les gens. Par exemple, on a ici Guillaume qui nous l'a dit, il a plein de fois été un peu contacté par des personnes qui lui ont demandé conseil, comment je progresse, comment je fais pour aller là où je veux aller dans ma carrière. Juste prendre un café. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, juste prendre un café avec vos collègues, moi, le nombre de fois où on parle d'un truc et puis tiens, j'ai essayé ce truc-là, peut-être que ça peut correspondre ou résoudre ton problème. Tiens, il y a le blog ici qui parlait de ça également, vas-y, regarde-le. En fait, ça crée des liens, ça vous aide à avancer. Et parce que, en fait, c'est comme ça aussi que quand on partage, il y a aussi des connexions dans le cerveau qui se passent. Le nombre de fois où je voulais jeter mon ordinateur par la fenêtre parce que je n'arrivais pas à résoudre un problème, et je vais au café, et juste le fait de parler de ça, de juste le verbaliser, mon problème, et ben des fois, ça m'aide à trouver la solution toute seule. En fait, c'est comme ça que les connexions dans le cerveau fonctionnent. Donc, quand vous partagez, vous allez apprendre aussi des choses. Autre exemple. Donc, Katia. Katia nous a témoigné que pendant longtemps, elle n'a pas osé le faire. Et puis, quand elle a osé partager ses idées, ce qu'elle a appris sur les réseaux, en fait, ça lui a fait un déclic. Elle s'est rendue compte qu'il y a plein de gens qui en profitent aussi. Alors, elle nous le dit. Ça, c'est son moyen à elle. Okay, c'est peut-être pas le moyen de tout le monde. Donc, cherchez la façon ou le moyen qui vous correspond le mieux. Autre exemple. Quand vous utilisez une librairie et qu'elle commence d'un coup à fonctionner d'une manière bizarre, osez aller plus loin, osez aller contacter les gens, voir s'il y a un bug, s'il faut ouvrir quelque chose. Et c'est l'histoire d'Antoine. Il le raconte très bien dans ce talk. Donc, je vous invite vraiment à aller le regarder. Il parle d'une migration Java 21, Java 23. Il y a une variable finale qui commence d'un coup, pendant les tests de performance, à changer de valeur de manière aléatoire. Et en fait, c'est tout un périple qu'il raconte. Il recontacte les maintainers, il fait des tests en arrière, en avant, au niveau des versions, etc. Je ne vous raconte pas l'histoire, mais au final, il le dit, j'étais perdu. Mais au final, toutes les étapes par lesquelles il est passé étaient à sa portée. Et c'était simple. Et vous aussi, vous pouvez le faire.
Dans nos communautés aussi virtuelles. En fait, le Covid est passé par là et effectivement, on y allait beaucoup plus. Thierry nous a envoyé ce témoignage et il dit que, en fait, c'est pas seulement des liens, des choses techniques, des échanges techniques qui se sont passés. En fait, c'est aussi des liens humains. Donc, quand vous laissez un petit commentaire, ne serait-ce que pour dire merci à la personne qui allume son ordinateur et commence à partager entre midi et 2, ça encourage, ça crée des liens. Et puis le meet-up local. En fait, on a été voir avec Zineb, on a recensé pas loin de 80 meet-up en France. Donc, on a contribué en fait la liste des meet-up sur le site de Developer Events. Et donc, ça, c'est le QR code qui est de ce côté-là. Et donc, pour vous le montrer, on a fait une petite OpenStreetMap qui est sur le côté gauche. Donc, vous pouvez aller regarder. Et surtout, si on en a oublié, parce que par exemple ce matin, quand ils ont montré les communautés juste côté Sofia, je sais que j'en ai loupé quelques-unes. Donc allez rajouter, allez contribuer sur le repo d'Aurélie, allez contribuer vos meet-up favoris sur le repo. Les conférences, pareil sur Developer Events, vous les trouvez tous géographiquement dans un calendrier, dans un agenda, c'est super bien fait, allez-y. Et enfin, un petit mot sur les meet-up et les conférences. N'hésitez pas à aller parler aux organisateurs, ils ont envie de vous entendre, ils ont envie de savoir ce qui vous plaît, quels sont les sujets qui vous intéressent, quels sont les jours pour lesquels vous êtes disponible. Tout bêtement, quels sont les endroits qui vous arrangent parce que vous êtes en télétravail ou pas en télétravail, etc. Et c'est important pour faire vivre votre communauté. Et voilà, pour moi. Alors là, pour ce niveau-là, on va vous encourager en fait à faire des petites contributions. Donc là, on commence quand même un petit peu à contribuer. On est encore au niveau 2 quand même. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? La première des choses, c'est quand vous aimez une conférence, un meet-up, etc., vraiment, on vous encourage à venir et amener des amis. Moi, d'ailleurs, personnellement, c'est comme ça que ça a commencé. Donc, dans mon ancienne boîte où je travaillais avant, quand je suis arrivée, en fait, moi, je participais en interne à nos BBL. Donc, c'était des présentations qui étaient sur le midi. On a créé un petit groupe. Donc, du coup, en fait, les gens m'ont vite considéré dans leur petite communauté interne. Ils m'ont invité à ce qu'ils faisaient le soir. Et puis, ils m'ont vachement encouragée à partir à ma première conférence qui est Devox France, dont je suis aujourd'hui dans le comité de sélection. Donc pour moi, c'est comme ça que j'ai été à mon premier Devox, que au Devox, j'ai rencontré plein de gens, plein de communautés comme Duchesse France. Et donc voilà, ça fait plaisir aux meet-up et aux conférences que non seulement vous veniez, mais vous rameniez aussi des amis. Et c'est aussi pour les hackathons, etc. Donc voilà. Partager, en fait, là, c'est vraiment les contenus que vous avez aimés. Donc, vous pouvez les partager en interne, vous pouvez partager sur les réseaux sociaux. Enfin, vous trouvez, en fait, ce que vous aimez. Et n'hésitez pas, en fait, à partager au maximum ce qui vous intéresse, les choses qui peuvent intéresser les autres, etc. Et bien sûr, toujours... et aussi, si vous pouvez aussi commencer aussi à noter ce que vous aimez et trouver toujours le pourquoi, en fait, vous faites ça. Guillaume, il nous a fait un témoignage pour dire que lui, en fait, il a commencé par partager parce que c'est aussi un moyen pour lui de se maintenir à la pointe de l'innovation en termes de technologie et de méthode. Pour moi, personnellement, il y a beaucoup de fois où c'est ça. Il y a des fois où c'est juste j'aime quelque chose et je veux absolument le partager, mais de la façon dont moi j'aurais voulu qu'on me l'explique, par exemple. Peut-être que ça peut ramener une autre vision pour d'autres personnes. Des fois, j'aime bien partager parce que en fait, je veux mettre en avant le travail des personnes avec qui je travaille sur mes projets.
Et des fois, tout simplement parce que c'est une manière pour moi de poser mes idées pour avoir du feedback. Donc voilà, trouvez-vous pourquoi vous partagez quelque chose. Et puis, ça peut aussi d'être différent d'un jour à un autre. Et puis là, c'est pour les petites participations aux projets open source et aux communautés open source. Comment vous pouvez faire déjà des petites contributions? Déjà, vous pouvez, comme j'avais dit, ouvrir un bug, voter sur les bugs qui vous importent dans vos projets pour qu'on sache qu'en fait, il y a plus de demandes sur ça. Discuter le bug aussi avec les gens sur les différents outils qu'on a, la mailing list, les chats, les GitHub discussions, etc. Et d'ailleurs, en fait, en tant que mainteneur, en fait, on regarde en fait tout, on regarde combien de mails on a, c'est quoi les interactions, ça nous permet de savoir au-delà du nombre de téléchargements, c'est quoi les sous-projets, parce que moi je suis dans un gros projet qui sont les plus importants, sur lesquels les gens nous attendent plus. Il y a aussi des feedbacks sur les releases, on fait toujours des releases, on les ouvre sur les dev mailing list. Souvent, on aime bien que les gens en fait, les testent et nous donnent du feedback. Et pour certaines fondations, vous pouvez même voter plus loin sur les shares, par exemple dans Kubernetes. Et donc voilà. Et si jamais vous ouvrez un bug et des fois les mainteneurs vous disent que vous pouvez ouvrir une pull request, vous pouvez leur faire confiance, parce que généralement, c'est que vous avez bien discuté, vous avez mis le point d'arrêt de pourquoi il y a le bug, etc. Vous avez même bien testé et tout. Donc, quand on vous dit vous pouvez y aller, c'est un vrai go, allez-y. Et à ce niveau-là, comme vous commencez vraiment à graviter un peu dans les communautés, en fait, vous pouvez aussi faire toutes les mises en relation. Donc là, on a un témoignage de Sylvain qui est là, qui dit, en fait, des fois que vous discutez avec des gens et vous dites, ah tiens, ce que tu me dis me fait penser à quelque chose. Et en fait, vous pouvez, dès que vous commencez à connaître plus de monde, vous devenez en fait connecteur, et juste en discutant, vous pouvez écouter les gens. Donc, c'était le niveau d'avant, mais même après, vous devez dire, enfin, je vais vous introduire à telle personne, et ça peut aboutir pour ces personnes-là à des opportunités professionnelles. Bon, maintenant que vous avez vu que c'est possible d'aller un peu plus loin, de faire un peu plus d'impact, pourquoi ne pas aller plus loin? Vous avez des choses à dire. Donc n'attendez pas, comme ce jeune homme-là, d'avoir mis toute votre flotte de navires sur Kubernetes pour venir proposer au CFP de KubeCon. Non, en fait, juste votre petit retour d'expérience sur, je ne sais pas, un petit quelque chose que vous avez testé, une nouvelle librairie, le truc du PagerDuty qui vous a levé à je ne sais pas quelle heure du matin, votre retour d'expérience sur tout ça, proposez-le au meet-up auquel vous allez tous les jours. C'est pas mal. Déjà, vous allez avoir la possibilité de faire un truc aussi long ou aussi court que vous le voulez. Vous allez avoir des gens qui sont plutôt, que vous connaissez et qui vont avoir des retours bienveillants à vous donner. Et troisièmement, vous allez simplement pouvoir découvrir dans un lieu sécurisé si c'est quelque chose que vous aimez faire ou pas. Parce que peut-être c'est pas fait pour vous. Et c'est OK. Clément, qui est ici présent, nous l'a dit, c'est quelque chose qui est difficile, oser prendre la parole. Mais finalement, déjà, lorsque vous partagez quelque chose, vous allez vous obliger à creuser plus, premièrement. Et deuxièmement, ça vous fait progresser. Donc, progresser humainement et pas seulement techniquement. J'ai discuté beaucoup avec Joël, qui est en fait auquel je dois mon premier talk. Donc, c'est lui qui m'a entraîné dans mon premier talk avec lui. Et on a été dans le passé pour récupérer sa première pull request. Donc, sa première pull request, comme vous le voyez, c'est une amélioration sur un README. Donc, il n'y a pas besoin de je ne sais pas, faire 300 lignes de code pour écrire une pull request sur quelque chose. Ça peut être aussi simple que ça. Et si vous avez un petit peu peur de vous lancer, moi, je vous conseille vraiment
d'aller regarder avec les maintainers de cette librairie. Généralement, il y a un petit contributing.md ou un truc comme ça. Allez regarder, il y a de quoi contacter les maintainers. Ils seront plus que ravis de vous aider à vous lancer dans votre première pull request. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans la description, les tests, pas de tests, etc. pour que ça passe mieux à la revue et que ça passe mieux. Intégrer un programme, donc ça c'est un peu plus loin. Ça existe, renseignez-vous. Par exemple, là c'est le Shadow Release programme de Kubernetes. En fait, l'équipe Release vous propose d'être leur Shadow. Et donc, ça ne demande pas énormément d'efforts, comme le dit ici la FAQ. Vous pouvez dire quelles sont vos disponibilités. Et en fonction de ça, vous allez par exemple faire des choses comme relire des release notes, regarder si les bugs qui sont censés être fixés dans la release le sont, si les features sont dans les temps pour la planification. Donc, vous allez... En fait, c'est un gagnant-gagnant. Pour l'équipe, c'est en fait vous les aider à faire quelque chose qui est en fait une tâche titanesque. Et ce n'est pas toujours les mêmes qui vont prendre les mêmes grosses tâches. Pour vous, vous allez apprendre énormément de choses. Vous allez apprendre, par exemple, c'est quoi le process pour réaliser un truc aussi gigantesque qu'une JTK ou une distrib Kubernetes. Vous allez apprendre comment on gère les conflits, les intégrations, la CI, plein de choses, les features de Kubernetes qui sont présentes. Donc voilà, je vous encourage à aller jeter un œil. Alors, là, c'est le niveau 4, le maître Jedi. Alors, qu'est-ce qu'on a à ce niveau? Alors, pour la prise de parole au public, on vous propose à ce niveau-là de proposer votre talk à la prochaine conférence. Alors, le choix de la conférence, grande, petite, ça va dépendre... il y a des fois, ça dépend des sujets. Pour les sujets généralistes, c'est bien peut-être de commencer par des petites confs. Il y a des choix il y a des conférences qui sont plus dédiées à des conférences plus spécialisées. Pour les CFP, essayez de regarder un petit peu ce qui se fait quand vous voyez les programmes. Il y a beaucoup de conseils en fait sur Internet. Il y a des vidéos, il y a des blog posts. Il y a un blog de post de Sylvain qui est là par exemple sur comment écrire les CFP. Là, comme on est en 2025, n'essayez pas de juste faire copier-coller de ChatGPT parce qu'on en a beaucoup, mais vous pouvez utiliser ChatGPT, mais essayez d'avoir votre touche dans l'abstract. Et de vous poser bien les questions sur le pourquoi les gens vont être dans votre conférence quand vous l'écrivez. Vous pouvez avoir des aides à la préparation. Donc, en fait, il y a beaucoup de conférences qui ont des liens avec des meet-up en fait pour en fait avoir de l'aide. En fait, il y a des meet-up qui aident une fois par an ou plusieurs fois par an des nouveaux speakers pour les aider à préparer des talks, comme par exemple le Paris Jug Academy, vu que Sun est ici, qui font ça depuis des années, et c'est pour juste un petit peu avant Devox France. Mais en fait, il y avait aussi les meet-up tels que Craft Records qui travaillent avec beaucoup de conférences. Vous pouvez aussi avoir des programmes de mentoring qui existent. Donc, vous renseignez-vous sur Internet. Sinon, même dans les associations auxquelles vous faites partie. Par exemple, nous, chez Duchesse France, il y a sur les channels, en fait, les personnes peuvent demander de l'aide pour écrire de l'abstract, pour en fait avoir un public qui donne des feedbacks sur les talks avant de faire les talks, et ça se fait vraiment naturellement entre les personnes dans la communauté, c'est-à-dire tout le monde peut aller publier, demander de l'aide. Dans les sociétés aussi, on ne fait pas attention, mais en fait, que ce soit dans ma société actuelle ou celle d'avant, il y a toujours des Slack channels quelque part, par exemple, ou bien des gens qui sont déjà speakers et qui veulent bien en fait aider. Donc, renseignez-vous aussi si vous connaissez des gens. Et
Et donc voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Moi, dans mon ancienne boîte, quand j'étais en ESN, et dans beaucoup de boîtes en France, il y a souvent dans leur catalogue de formation, par exemple, des formations pour la prise de parole en public qu'on oublie des fois de demander à son employeur. Mais il y a vraiment beaucoup de... C'est une formation qui se donne assez souvent et qui existe des fois dans les catalogues. Se porter volontaire pour les conférences. Donc, quand vous voyez, il y a pas mal de gens qui ont le t-shirt staff et qui font que les conférences, elles fonctionnent bien. Mais après, bon, il y a beaucoup de façons. Ça va dépendre des conférences, qu'est-ce qu'elles ont besoin. Des fois, on a besoin des gens pour le staff, pour les journées. On a besoin des gens pour aider à faire la sélection pour les talks. Donc souvent, c'est fait par des speakers sur ce truc-là. Mais il y a aussi des fois des conférences qui ont besoin d'organiser des tables rondes, de trouver les intervenants, etc. Il y a pas mal de personnes qui se portent volontaires sur ça. Ici, on a un témoignage de Fanny sur le fait qu'elle est... alors déjà, elle est avec moi dans le comité de sélection de CFP de Devox, mais elle est aussi dans les Redcoats. Donc les Redcoats à Devox, ce sont les gens qui s'occupent du staff et l'organisation. Et donc du coup, en fait, elle dit qu'en fait, c'est vraiment dans la bonne humeur et c'est juste savoir résoudre les problèmes. Donc voilà. Et puis souvent, quand on les voit, ils sont vraiment très, très contents d'être là. Et sinon, devenir organisateur du meet-up du coin. Alors là, les premiers témoignages, ça va être sur comment en fait devenir d'être dans la core team des meet-up où vous allez déjà. Donc ici, Stéphane, à propos du Riviera Jug, Riviera Dev, il dit en fait les gens, c'était souvent les gens qui étaient là au tout début, juste en tant que spectateurs, spectatrices, et qui petit à petit se sont portés volontaires occasionnellement et qui sont devenus aujourd'hui des collaborateurs. Donc voilà, ça peut être de cette manière-là. Marie Terrier, sur ce côté-là, elle parle de son expérience avec l'association Ladies of Code. Et ça partage un petit peu ce que moi j'ai eu avec l'association Duchesse France, c'est-à-dire qu'au tout début, elle y allait. Après, elle a fait du mentoring. Après, il y a eu un appel des organisatrices pour avoir plus de personnes ou du sang neuf dans l'orga et de la core team. Et c'est comme ça qu'elle y est depuis quelques années. Mais elle dit aussi autre chose qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'elle a fait quelque chose, ça a toujours été des gens toutes les initiatives qui sont venues lui dire est-ce que tu pourrais pas faire ça, ou on a besoin de ci et ça. Et ce qu'elle dit, c'est que des fois, si vous avez envie de faire quelque chose, vous pouvez aller vous proposer. Des fois, ça peut être le bon moment et puis juste d'aller comme ça, vous pouvez avoir votre chance. Alors, ce témoignage, c'est Fanny et Stéphane qui ont lancé, eux, un meet-up récemment, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, de TEDx. Et donc, voilà, leur témoignage, c'est que les choses se mettent en place petit à petit. Donc, si vous sentez qu'il y a besoin d'un meet-up et que vous voulez vous lancer, vous vous lancez petit à petit, mais surtout avec peu de moyens. Mais après, vraiment, il faut mettre plus de gens avec vous pour que ça grandisse bien. Donc voilà, mobiliser des sponsors, d'autres organisateurs, organisatrices, des volontaires, etc. pour en fait avoir quelque chose de chouette. Et devenir mainteneur d'un projet open source. Il y a deux façons de devenir mainteneur. La première, j'ai parlé de mon cas à moi, c'est comment on devient mainteneur d'un projet open source qui existe déjà. Donc, en fait, c'est déjà, il faut contribuer pas mal et avoir une régularité sur les contributions. Moi, mon cas, je suis payée pour travailler à temps plein sur le projet. Mais en fait, dans les gens qui sont leads, il y a des gens aussi qui, eux, contribuent régulièrement, mais pas aussi fréquemment que moi. Donc, c'est plus vraiment d'avoir des contributions et un leadership sur la durée. Ça peut aussi être des gens qui vont en fait faire une donation
de composants ou de sous-projets. Mais par contre, il y a deux catégories dans ça, parce qu'il y a des personnes qui vont juste faire la donation et parce que en fait, ils veulent intégrer des liens avec leur projet, etc. Et ça s'arrête à ça. Il y a des personnes qui vont faire des donations, mais pour pouvoir en fait le leader, le maintenir dans la continuité. Donc ces personnes-là vont devenir voilà, mainteneurs de ce qu'ils ont donné. Et en fait, après, ce qu'on fait, ça peut être différent. Donc, ça peut être quelqu'un qui fait du code, ça peut être des gens qui vont faire plus, par exemple, les releases. Nous, sur Camel, on a une personne qui, en fait, fait toutes les releases de Camel, souvent vers le vendredi soir, sur le temps de week-end. Donc, voilà, ça va dépendre, en fait, de ce qu'on fait et ce qu'on a envie de faire et du temps qu'on va consacrer. Voilà, il y a des personnes qui ont par exemple une journée off par semaine juste pour faire des contributions, mais du coup ça va être vraiment assez régulier. Et du coup il y a l'autre cas où en fait on a créé un projet et on veut l'open sourcer. On veut des fois aussi le mettre dans une fondation et en fait pour faire accepter le projet, en fait, on rentre dans une aventure et en fait, on va découvrir qu'on doit être plus rigoureux sur les documentations, plus avoir les feedbacks, mais les feedbacks sont très intéressants. Donc voilà, comme le témoigne Sylvain. Et sinon, je vais partir un peu plus vite sur ça. Vous pouvez aussi faire partie de groupes de travail. La SNCF, ils ont des groupes qui s'appellent SIG, mais après, voilà, ça peut être aussi des groupes de travail qu'il y a des fois sur des gros sujets, sur un projet, par exemple. Vous pouvez, voilà. Et d'ailleurs, dans les autres niveaux, on n'a pas dit, en fait, ces groupes de travail aussi, ils aiment bien aussi avoir le feedback et avoir des gens qui les aident en fait à bien faire leur j'ai oublié le mot. Bon, bref. Et sinon, si ça vous tente, vous pouvez lancer une chaîne ou un podcast ou un truc pour faire du contenu. Donc voilà. Et je te laisse le temps qui reste pour le niveau. Dernier niveau, le maître mot ici, c'est d'inspirer. Parce que c'est de ça dont il s'agit dans les communautés. Alors, on en a parlé tout à l'heure. Il y a pas mal de programmes qui vous aident à être speaker. Zineb en a parlé. Et donc, quand vous aidez quelqu'un à être speaker, c'est aussi une fierté. Sylvain, on en a parlé par rapport à Camille, qui était super hésitant quand on lui a proposé au DevFest Toulouse de donner sa keynote. Ça n'a pas été facile de le convaincre et de l'aider dans sa démarche, mais aujourd'hui, il le dit, ça a été une renaissance pour lui. Et j'imagine que l'équipe de DevFest Toulouse en est fière aussi. Organiser une conférence. Alors là, c'est une autre paire de manches. Je pense qu'il y en a quelques-uns dans la salle aujourd'hui qui peuvent vous en dire quelque chose. Alors, je ne vous dis pas que c'est une partie de plaisir et que c'est rose, parce qu'en fait, aller chercher les sponsors, s'assurer que le budget sera là, négocier les salles, les traiteurs, etc. C'est pas facile. Décider du prix du billet, Laurent Dolé en parlait hier. C'est pas facile. Gérer les speakers qui se désistent à la dernière minute, des choses comme ça, c'est pas facile. Mais bon, derrière, Thierry nous le témoigne, c'est participer à construire quelque chose qui est beaucoup plus grand que vous. C'est vraiment une super aventure à vivre. Mentoring. Donc ça, on en a parlé aussi. Cette fois-ci, je vais en parler du point de vue de la personne qui mentore. J'ai encore une fois un commentaire de Sylvain ici qui parle de ce moment super heureux de quelqu'un qui revient vers lui et qui lui dit grâce à toi, ma vie a changé. C'est pas génial de vivre ça. Moi, je trouve vraiment génial. Rapprochez-vous de
de toutes les communautés qui existent. Peut-être que vous pouvez être mentor dans ces communautés. Donc, il y a Watt 06, par exemple, Duchesse France. Je suis sûre que j'en oublie encore beaucoup dans vos entreprises. D'ailleurs, il doit y en avoir. Donnez des cours. Je pense qu'il y en a aussi là-bas derrière qui va pouvoir vous dire quelque chose sur cette belle entreprise, parce que engager ou inspirer, engager nos jeunes aujourd'hui, c'est pas facile, c'est pas facile. Je l'ai essayé. Vous avez une salle avec des zombies, avec des gens qui regardent leur téléphone. Il faut vraiment trouver des choses intéressantes pour engager leur attention, mais c'est quelque chose qui en vaut le coup. Et parce que dans le monde communautaire, c'est comme chez les Jedi, le côté obscur existe. José nous en parle. Il faut vous méfier de toutes les choses qui peuvent arriver et qui peuvent entraîner votre communauté à ne plus être vraiment une communauté, à devenir autre chose. Donc méfiez-vous, restez fidèle à votre esprit communautaire, comme nous le dit José. Et je termine sur un témoignage par Donia. En fait, le truc qui est peut-être le plus gratifiant, c'est de pouvoir se dire que le travail qu'on a fait a inspiré d'autres personnes. Donc, grâce à son travail, pour créer tous les liens entre les entreprises, les associations, etc., aujourd'hui, on peut dire que l'école 42, par exemple, a suivi son exemple. Et ça, c'est vraiment la plus belle des récompenses. Donc voilà, c'est un petit peu tout pour nous. Un grand merci à vous d'avoir été là. On ne serait pas là sans vous. Et surtout, on ne serait pas là sans tous les autres maîtres Jedi qu'on voudrait remercier vraiment pour tous leurs témoignages. Ça nous a aidés à monter ce talk. Ouais, merci. On avait vraiment beaucoup de témoignages. On a essayé de faire au max pour représenter un peu tout le monde. Merci beaucoup. Et puis, j'espère que ça vous invitera à faire quelque chose. Et si jamais vous commencez à contribuer grâce à nous, vous pouvez nous faire un petit message sur LinkedIn ou sur Blue Sky, etc. Ça nous fera plaisir. Je ne sais pas si on a le temps pour les questions. Si. On va prendre quelques minutes si vous avez des questions avant d'aller manger des barbecues.